Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Suite de Soins, coordinateur de soins à domicile spécialisé en plaies et cicatrisation. Je suis Géraldine Suchet, formatrice et animatrice au sein du réseau Suite de Soins. Et avant d'être à ce poste, j'ai exercé pendant 14 années en tant qu'infirmière libérale en milieu rural. Je serai accompagnée de Rose Penin, responsable nationale du pôle cicatrisation de Suite de Soins et qui répondra à vos questions dans la partie chat de ce webinaire. Est-ce que vous pouvez faire un petit retour, savoir si vous m'entendez bien et que vous me voyez bien justement dans la partie chat, de manière à ce qu'on puisse attaquer dans de bonnes conditions ce webinaire. A priori, c'est tout bon, donc on va pas attendre plus longtemps pour démarrer. Et donc, nous allons aujourd'hui nous concentrer sur les ulcères veineux et la compression veineuse. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos précédents webinaires sur notre chaîne YouTube Suite de Soins. Il y a différents thèmes comme la description d'une plaie, la prise en charge des plaies fibrineuses, atones, à tous les stades de la cicatrisation. Et enfin, le dernier était sur les patients porteurs d'escarres. Donc aujourd'hui, les ulcères veineux, pour faire ce webinaire, je me suis appuyée sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui datent de juin 2006, donc ce n'est pas tout récent, mais malgré tout, c'est celles sur lesquelles on peut encore s'appuyer. Et sur le site Amélie avec les plaies chroniques, la prise en charge en ville, qui elle date d'octobre 2015. Et enfin, sur les sites qui parlent des ulcères veineux. On va voir tout d'abord quelques généralités. Alors, un ulcère veineux, c'est une perte de substance cutanée d'étendue et de surface variable située sous genou, mais qui ne cicatrise pas en moins de 4 à 6 semaines. Elle apparaît généralement chez les patients souffrant de troubles circulatoires d'origine veineuse. Le délai moyen de cicatrisation de ces ulcères est de 100 jours. Et en 2011, les ulcères veineux ont coûté 272 millions d'euros de soins en ville uniquement. Donc, l'ulcère est un problème de santé publique majeur. Quelles sont les étiologies et les facteurs de risque de ces ulcères veineux? Alors, tout d'abord, on retrouve principalement les ulcères veineux chez les femmes de plus de 60 ans. Les ulcères veineux représentent 60 à 80% des ulcères en général, avec les ulcères artériels, les ulcères mixtes et les angiodermites nécrotiques. Ces ulcères feront l'objet du prochain webinaire. La principale cause de l'ulcère veineux, c'est donc l'insuffisance veineuse, variqueuse ou post-phlébitique. Les grossesses multiples peuvent amener des ulcères, les interventions du petit bassin ou orthopédiques, l'alimentation et le mode de vie sédentaire, la surcharge pondérale, le tabagisme, la chaleur, la station debout prolongée, enfin les voyages en avion peuvent amener à ce que la personne déclenche un ulcère. La physiopathologie de ces ulcères veineux, alors tout d'abord, l'ulcère veineux, en fait, c'est une destruction des tissus par défaut d'apport des éléments nécessaires à sa nutrition, donc on parle alors d'hypoxie tissulaire, et par la présence de substances toxiques pour les cellules. Il y a un mauvais retour veineux, ce qui entraîne une stase veineuse chronique, c'est-à-dire que le sang stagne dans les veines. Ça provoque une tension importante sur la paroi des veines, on parle d'hyperpression veineuse, un œdème, une accumulation de toxines et enfin une nécrose tissulaire avec une perte de substance cutanée, comme on peut le voir sur ce schéma à droite. La création d'hyperpression veineuse bloque les échanges et c'est ce qui entraîne une extravasation des déchets de l'hémoglobine et c'est ce qui provoque la dermite ocre dont on parle sur la peau périlésionnelle en cas d'ulcère veineux. Le diagnostic de l'ulcère veineux. Tout d'abord, le diagnostic de l'ulcère veineux est clinique. Il commence par l'anamnèse, par l'interrogatoire de votre patient, parce que comme toute plaie, on ne parle pas de plaie, mais on parle d'un patient porteur de plaie, qu'il faut prendre en compte
le patient dans sa globalité. Donc, on s'intéressera au mode d'apparition de l'ulcère, si c'est un traumatisme, si l'ulcère est apparu spontanément. On s'intéressera à l'histoire du patient et de l'ulcère avec les antécédents du patient. Et enfin, on s'intéressera de plus près à la plaie, notamment cliniquement. On analysera son ulcère, on fera une description de la plaie et donc je vous invite à vous rapprocher du premier webinaire que nous avons fait au mois de juin sur cette description de la plaie qui prendra en compte le siège de l'ulcère, la morphologie, l'aspect, la colorimétrie qui est importante pour déterminer le pansement qu'on mettra en place en face du stade de la plaie. On prendra en compte la taille, la profondeur de l'ulcère, l'état des berges et de la peau périlésionnelle, l'état, les odeurs des exudats, la douleur que peut entraîner l'ulcère. Et enfin, on s'intéressera aussi à l'état vasculaire du membre qui va nous guider sur la prise en charge de l'ulcère. L'état vasculaire du membre sera à définir avec des examens complémentaires que nous allons voir dans le prochain slide. Avant ceci, je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2020, vous pouvez vous coter un bilan initial de prise en charge de plaies lourdes et complexes, un AMI 11, pour la prise en charge de ces ulcères veineux. Donc, pour ceci, il faut effectuer une fiche descriptive de votre plaie avec suivi imagé si possible. En décrivant vraiment votre plaie, vous pouvez donc vous coter cet AMI 11 qui comprend aussi la réflexion du pansement. Cette cotation, vous pouvez vous la coter une fois par an ou 2 fois s'il y a un arrêt de prise en charge d'au moins 2 mois. Donc, l'état vasculaire du membre sera diagnostiqué grâce aux examens comme l'écho Doppler artério-veineux. Donc là, ça nous amènera à détecter la présence éventuelle d'un obstacle qui empêcherait la bonne irrigation des organes. L'écho Doppler nous permet de visualiser les veines, les artères, il analyse les tissus et les flux sanguins dans les vaisseaux. Il étudie la morphologie, la perméabilité, le bon fonctionnement du réseau vasculaire, tant en superficiel qu'en profondeur. Il est réalisé par un médecin vasculaire, un chirurgien vasculaire ou un radiologue. L'index de pression systolique, c'est un examen vraiment important à faire parce que c'est celui-ci qui va nous guider sur la mise en place de telle compression ou telle contention, notamment dans le cadre des ulcères artériels. Donc, l'IPS, c'est la différence entre la pression artérielle systolique à la cheville et la pression artérielle humorale. Elle permet de dépister l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Décidément, excusez-moi. Un IPS supérieur à 1,3 nous donne comme diagnostic des artères incompressibles. On parle de médiacalcose et on retrouve généralement cet IPS chez les patients âgés, chez les patients diabétiques ou chez les patients insuffisants rénaux. Un IPS entre 0,9 et 1,3 nous amène à un état hémodynamique normal. Entre 0,75 et 0,9, on est face à une AOMI compensée. Entre 0,4 et 0,75, on est face à une AOMI décompensée. Et enfin, inférieur à 0,4, on est face à une ischémie chronique sévère. La mesure de la TCPO2, elle, c'est la pression de l'oxygène diffusée à travers la peau. Et ça nous précisera la viabilité de la peau en cas d'atteinte artérielle sévère. Donc, ça sera plus dans le cas des ulcères artériels. Deux petits examens qu'on peut faire au pied du lit de notre patient sans tous matériel. C'est le test de recoloration du gros orteil, c'est-à-dire que si vous avez un doute sur l'origine vasculaire de votre ulcère, vous pouvez presser le gros orteil de votre patient. Il faut qu'il soit pour ça allongé depuis plus de 5 minutes. Il ne faut pas qu'il ait été mis debout pour faire ce test. Vous pressez le gros orteil. S'il se recolore en plus de 3 secondes, on peut avoir une suspicion d'atteinte artérielle chez votre patient. De même, que tout simplement, on fait la recherche des poupées d'yeux qui nous amènera effectivement à nous dire si on sent le poupée d'yeux, on sera plus sur un ulcère veineux.
alors que si on ne sent pas le pouls pédieux, on sera plus sur un ulcère artériel. Et ça, c'est 2-3 petites choses qu'on peut faire au pied du lit du patient avant d'emmener votre patient passer ses examens complémentaires. Une fois qu'on a fait les examens complémentaires, et on va se pencher donc sur la clinique, et un ulcère veineux, ça ressemble à quoi? Un ulcère veineux, c'est généralement périmalléolaire, il est généralement de grande taille, il est peu douloureux, les berges sont souples et irrégulières, on a normalement une absence de nécrose, tout ça bien sûr c'est général, hein. Il y a toujours des exceptions aux généralités. L'ulcère veineux a un caractère non creusant, il est généralement exudatif avec des œdèmes périlésionnels aussi et du coup des exudats importants sur la jambe. La peau périlésionnelle est remaniée avec donc la dermitroche qu'on a parlé tout à l'heure, une atrophie blanche, des nodules bleutés ou un eczéma variqueux. Et donc on a la présence des poux périphériques. La prise en charge des ulcères veineux. Tout d'abord, l'ulcère veineux, sa principale cause, on l'a dit, c'est l'insuffisance veineuse. Donc, pour prendre en charge un ulcère veineux, la première des choses à prendre en charge, ce sera l'insuffisance veineuse. Comment? Par compression veineuse. Tout d'abord, soit avec des multicouches, soit avec de la classe 3, et on viendra en fin de webinaire sur la compression et contention. On fera aussi attention à l'hygiène de vie des patients. On éliminera tous les facteurs de risque. On évitera la chaleur. On évitera les jambes pendantes ou croisées. On conseillera à notre patient de marcher. Et si possible, on peut surélever les pieds du lit de manière à favoriser le retour veineux. Dans certains cas, on peut être amené à faire un geste chirurgical avec une sclérose ou des phlébectomies. Une fois qu'on a pris en charge la principale cause de l'ulcère veineux, on prendra en charge la plaie avec des soins locaux et une cicatrisation dirigée selon le stade de la plaie. Le premier soin de votre plaie, ce sera de doucher la plaie. Comme toute plaie chronique ou toute plaie traumatique, le premier soin, c'est une douche ou un lavage eau plus savon liquide. Cette douche vous permettra de faire une détertion douce de la fibrine. Dans le cas d'un ulcère veineux, on retrouve rarement de la nécrose, mais on retrouve de la fibrine. La douche permet de diminuer la charge bactérienne et de stimuler la microcirculation sanguine. Si nécessaire, on effectuera un rinçage au sérum physiologique, un séchage de la plaie en tamponnant. On ne sèche jamais une plaie par frottement. On effectuera une détertion mécanique douce alors à l'aide d'une curette ou d'une compresse non tissée de la fibrine. J'ai noté quand même sur avis médical selon le type de plaie, c'est juste pour que vous ayez bien en tête qu'on ne fait pas de détertion mécanique, notamment dans les ulcères artériels, où il y a un souci artériel. Donc, je l'ai noté là, mais on en parlera un peu plus lors du webinaire sur les ulcères artériels. Ablation de l'hyperkératose périphérique, ça c'est pour toutes les plaies chroniques aussi. Et pourquoi je vous le rappelle à chaque fois, c'est parce que la cicatrisation d'une plaie démarre des berges de la plaie jusqu'au centre de la plaie. Et donc sur les berges de votre plaie, si vous avez des cellules mortes, la cicatrisation ne pourra pas se mettre en route. On hydratera la peau périlésionnelle si nécessaire. Et enfin, on choisira donc notre pansement en fonction du stade de la plaie. Et les stades de la plaie, je vous les ai rappelés ici en fonction de la colorimétrie, mais je vous invite vraiment à vous rapprocher de nos précédents webinaires dans lesquels j'ai détaillé chaque stade de plaie. Donc, généralement, dans l'ulcère veineux, on n'a pas de nécrose ou de fibrine sèche, mais si cela arrivait, on peut mettre en place des hydrogels ou irigo-absorbants. En face d'une fibrine humide, on aura plutôt affaire à des alginates ou des hydrodétersifs. Votre ulcère en phase de bourgeonnement, on lui amènera soit un hydrofibre, soit un hydrocellulaire, qu'il soit foam, siliconé, lite. On le mettra en fonction de la quantité d'exudat. Et il existe des hydrocellulaires border, non border, et notamment quand la peau périlésionnelle est fragile, on va plutôt privilégier un hydrocellulaire non border. En phase d'épidermisation, on mettra des pansements gras, des interfaces, des hydrogels pansements, des hydrocolloïdes.
en face d'une plaie atone. Donc, la plaie atone, c'est une plaie en retard de cicatrisation qui notamment a une petite pellicule blanchâtre sur la plaie, on la reconnaît à ça. On pourra mettre en place des inhibiteurs de métalloprotéase ou de l'acide hyaluronique. Et enfin, face à une plaie infectée, et pour rappel, la plaie infectée, on parle d'une plaie infectée cliniquement, donc avec une odeur nauséabonde, exudat important, modification importante de la plaie du jour au lendemain. Tout ça, on peut mettre donc en place des pansements à l'argent qui, eux, sont sur prescription médicale. Vous ne pouvez pas prescrire le pansement à l'argent. Ou on peut mettre en place le pansement vert, c'est-à-dire le Sorbact, si besoin, en cas de plaie infectée. Si votre plaie a une odeur nauséabonde, vous pouvez rajouter à ces pansements un pansement au charbon, de manière à filtrer, absorber toutes les mauvaises odeurs. Pour rappel, la Haute Autorité de Santé n'autorise pas la mise en place de 2 pansements primaires sur une même plaie. Et là, on est bien embêté avec les ulcères veineux, notamment par rapport à cette règle, parce que dans la vraie vie, sur le terrain, les ulcères veineux ont quand même des exudats très importants. Et donc, on est souvent amené à associer soit un hydrofibre avec un super absorbant, soit un alginate avec un super absorbant. Et les hydrocellulaires super absorbants sont des pansements primaires. Ils sont classés dans les hydrocellulaires depuis 2016. Donc, il y a la HAS d'un côté et puis il y a la vraie vie de l'autre. Et moi, je vous conseille vraiment d'avoir un dossier de soins béton, sécurisé, écrit, avec photo, si vous pouvez, en cas de contrôle de la sécurité sociale, que vous puissiez amener la preuve du fait que vous ayez mis 2 pansements primaires, pourquoi vous avez mis 2 pansements primaires, et pouvoir l'expliquer. Donc, les dossiers de soins écrits béton sur des serveurs, des hébergeurs sécurisés avec images sécurisées, et ben, c'est encore mieux pour pouvoir vous défendre en cas de contrôle. Une prise en charge complémentaire au niveau de l'ulcère veineux, et ben, en fait, le traitement de l'ulcère veineux, comme on l'a déjà évoqué précédemment, est à la fois local et général et il doit prendre en compte la personne ainsi que la plaie. Donc, on va conseiller à la personne de se mobiliser pour éviter l'ankylose de la cheville. On en revient au conseil de marche pour vos patients. Et la mobilisation va favoriser le retour veineux. On va traiter toutes les comorbidités, le surpoids, le diabète, les insuffisances cardiaques, les hypertensions artérielles. On va essayer de conseiller à notre patient d'arrêter le tabac, puisque pour que n'importe quelle plaie ce soit, le tabac n'est vraiment pas bon pour la cicatrisation. On va corriger la dénutrition, c'est important dans les plaies chroniques. Pourquoi? Parce qu'une plaie chronique, en fait, elle entraîne un hypercatabolisme, c'est-à-dire que l'organisme va casser des cellules pour récupérer ce dont il a besoin pour servir à la cicatrisation, ce qui va donc provoquer une augmentation des besoins nutritionnels de base. Donc, la cicatrisation nécessite un apport supplémentaire d'énergie et de protéines. Donc, pour ceci, c'est intéressant de vous rapprocher d'une diététicienne et de collaborer avec une diététicienne de manière à faire un bilan de dénutrition si possible et que le médecin puisse prescrire dans la foulée des compléments nutritionnels oraux ou voire dans des cas extrêmes avec une dénutrition sévère, des nutritions entérales si le tube digestif est fonctionnel. On prendra en charge la douleur. Alors, on l'a dit tout à l'heure, un ulcère veineux ne provoque pas forcément beaucoup de douleur, mais malgré tout, ça reste une plaie chronique. Ça peut être assez grand et donc ça peut provoquer de la douleur. Et depuis le 1er juillet 2020, il y a une nouvelle cotation qui nous permet de pouvoir mettre un anesthésiant local sur la plaie avant de faire la résection du pansement. Je mets mon anesthésiant local, je repars le temps que l'anesthésiant fasse son effet ou je fais un autre soin sur le patient s'il a d'autres soins. Puis, je peux faire ma détertion ou je peux refaire mon pansement alors que le patient n'a pas mal. C'est un AMI 1,1 plus la majoration d'acte unique. Et ceci, par contre, c'est 8 séances maximum par patient et par épisode de cicatrisation. Alors, oui, ça semble peu, 8 séances, sachant que
L'ulcère étant une plaie chronique, on va être sur un temps de cicatrisation de 2 mois, donc 8 séances, ça paraît dérisoire, mais c'est selon les recommandations des sociétés scientifiques de la cicatrisation. En France, 2 produits ont l'autorisation de mise sur le marché pour effectuer l'anesthésie locale avant cicatrisation. C'est l'EMNA et la Nasderm, qui ont donc l'AMM pour les anesthésies locales des ulcères de jambes, c'est bien spécifié ulcères de jambes, exigeant une détertion mécanique longue et douloureuse. Et enfin, pour tous les patients, que ce soit des ulcères ou les plaies chroniques, on vérifiera la vaccination antitétanique. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de contamination par le bacille tétanique qui est majoré par la présence d'une plaie chronique au membre inférieur. Il faut savoir que 60% des tétanos généralisés ont pour porte d'entrée un ulcère de jambe. Donc, il est vraiment important, chaque fois que vous prenez un patient en charge pour une plaie chronique et notamment pour un ulcère, de vérifier sa vaccination antitétanique. On en arrive à la contention-compression, qui est donc notre premier traitement à mettre en place dans le cadre d'un ulcère veineux. La principale difficulté de la contention-compression, c'est la compliance, l'observance du patient. Et en fait, vos patients, ça ne leur pose pas de problème de prendre des traitements pour leur hypertension, pour leur diabète, pour leur autre maladie. Par contre, mettre des bandes de compression ou des pads de compression, ça leur pose un problème. Et peut-être qu'en leur parlant d'un médicament qui se porte, prescrit par le médecin, peut-être que le patient peut devenir un petit peu plus compliant, mais bon, c'est vraiment la base de son traitement d'ulcère veineux. Sans compression, l'ulcère ne cicatrisera jamais. Et ça, il faut que le patient l'entende. Et c'est assez dur en tant qu'infirmière libérale de pouvoir le faire entendre et lui faire comprendre qu'il n'y a pas de pansement magique, aucun pansement magique, que tous les pansements sont là pour aider à la cicatrisation, pour aider au processus physiologique de la cicatrisation, mais ne feront rien tant que l'étiologie de la plaie chronique n'est pas prise en charge. Pour les ulcères veineux, on aura besoin d'une compression à haut niveau de pression de 30 à 40 mg de mercure à la cheville. On va favoriser la compression multitype, et on va y arriver après. Pour tout ce qui est compression, vous pouvez vous rapprocher de YouTube aussi, où il y a plusieurs vidéos sur la pose des bandes de compression, que ce soit sur notre chaîne à nous, Suite de Soins, ou sur les chaînes des différents laboratoires. La base, c'est qu'il faut poser ces bandes de la racine des orteils avec une cheville à 90 degrés. Il faut recouvrir le talon et on s'arrêtera 2 cm en dessous du genou. Si besoin, on protégera la peau avec un jersey tubulaire, si la peau est fragile dessous, et notamment dans le cadre des plaies, pour bien protéger et maintenir le pansement en place. On pourra être amené à utiliser des mousses ou du coton de comblement lors de pansements épais ou si on est face à un œdème rétromalléolaire. Et on pensera aussi de revoir avec notre patient au niveau de ses chaussures, puisque les bandes, surtout multitypes, amènent plusieurs couches au niveau des pieds et du coup, généralement, il faut chausser vos patients avec une taille au-dessus. Voici un petit tableau qui récapitule la différence entre la contention et la compression. Donc, la contention, en fait, exerce une pression intermittente uniquement en réaction à la contraction musculaire, notamment lors de la marche. Et généralement, elle se fait le plus souvent avec une bande inextensible ou peu élastique ou une bande à allongement court. En face, on a la compression qui, elle, exerce une pression permanente. Donc là, on parle de bande à allongement long. On parle d'allongement long, soit avec des bandes, notamment sur du court terme. Donc, ça sera le cas quand on a des ulcères veineux ouverts. Ou après, on passera sur des bas. Et ça sera une utilisation sur du long terme. Et
Aujourd'hui, du coup, on est induit en erreur parce qu'on dit souvent bas de contention et en fait, on devrait dire bas de compression. Les modes d'action de la compression, donc je vous les ai listés ici. Le mécanisme d'action de la compression, en fait, consiste à diminuer le calibre des veines et entraîne une augmentation de la vitesse circulatoire, ayant pour but de réduire la stagnation veineuse. Et on est vraiment là dans la cause de l'ulcère veineux. Donc, la compression a une action curative, donc quand il y a un ulcère, mais aussi préventive, puisque quand l'ulcère est terminé et qu'on est face à un patient insuffisant veineux, il faut continuer à mettre en place de la compression. Donc, plusieurs bandes existent. Les bandes non élastiques qu'on mettra en place, donc c'est des bandes anti-œdème pour les varices. Elles ont une action en profondeur pendant la marche, elles compriment peu au repos. Elles ont une extensibilité inférieure à 10%, elles sont donc rigides et ce sont des bandes non remboursées au niveau de la sécurité sociale. Les bandes de contention à allongement court, elles ont une action efficace sur la pompe veineuse. Elles ont une extensibilité supérieure à 10%, mais inférieure à 100%. Ce seront des bandes que nous pourrons mettre en place dans le cas des ulcères artériels, on le verra dans le prochain webinaire, sous surveillance médicale pour tout ce qui est ulcère mixte, angiodermite nécrotique, microangiopathie diabétique. Seule la Rosidalcia est remboursée pour ce type d'ulcère. Les bandes de compression à allongement long, elles, ont une extensibilité supérieure à 100%. Elles sont très élastiques, du coup. Elles sont étalonnées de manière à maintenir une pression contrôlée, constante et reproductive. On peut les porter du lever au coucher. Elles ont des repères de pose pour faciliter leur pose. Elles ne se découpent pas. Et les petits crochets ne servent qu'à les ranger et pas à mettre sur le patient. Pour les maintenir sur le patient, on fera plutôt appel à un ruban adhésif. Les bandes Velpo, elles, ne contiennent pas de latex. On mettra ce type de bande plutôt chez les patients immobiles ou peu mobiles et leur changement s'effectuera tous les 3 à 6 mois. Notre bandage multitype, c'est donc la recommandation HAS qui date de 2010 et on les mettra en place sur les ulcères veineux ouverts en stade C6 avec un IPS supérieur à 0,8. On les porte 24 heures sur 24. À l'effort, elles se comportent comme un bandage à allongement court avec un effet massage important. Et au repos, elles exercent une compression moyenne constante, supportable la nuit. C'est pour ça qu'on les garde nuit et jour. Et on peut les laisser en place 7 jours. En fait, on les change en fonction du changement du pansement. Plusieurs types, Profor, qui ont été les premières bandes mises sur le marché après une utilisation sur les chevaux. Les K2, les Cobandeux, ça sera renouvelé autant de fois que nécessaire. Le kit Biflex, lui, est lavable. Il est lavable 3 fois. Et les Rosidal 6 seront aussi des bandes lavables. Elles sont réutilisables sur 12 semaines, comme la Rosidal 4. Depuis le 1er juillet 2020, nouvelle cotation aussi pour les pansements d'ulcères ou de greffe avec pose de compression. C'est un AMI 5,1 plus MCI, la majoration de coordination infirmière. Ça comprend le pansement et la pose des bandes de compression. Attention, une fois de plus, la nomenclature générale des actes professionnels est floue, interprétable. Elle manque de clarté puisque il est noté pose de compression. Alors, bas, bande, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, il vaut mieux se rapprocher de l'avenant numéro 6, dans lequel, lui, il est stipulé bande de compression. Et la circulaire 34-2019, elle, il est stipulé compression par bande. Donc, on parle bien ici de bande de compression pour pouvoir se coter cet AMI et non de bas de compression. Une fois que votre ulcère est cicatrisé ou vous n'avez encore pas eu d'ulcère et que vous avez une insuffisance veineuse, il faut que vous ayez en place des bas et des chaussettes de compression. Donc, c'est une utilisation sur du long terme. Quand votre ulcère est cicatrisé, on passera sur une classe 3. Au niveau des caisses d'assurance maladie, le remboursement s'effectue
de 4 à 8 paires par an selon les caisses des régions. Ça dépend d'une région à l'autre. Dans telle région, ils vont prendre 4 paires en charge. Dans d'autres régions, ils vont prendre 8 paires en charge. Au niveau de la prescription, donc si vous remplissez les 3 conditions qui sont d'agir pendant la durée d'une prescription médicale d'une série d'actes infirmiers, si vous agissez dans le cadre de votre décret de compétence, et enfin qu'il n'existe pas d'indication contraire du médecin, et qu'en plus vous avertissez le médecin traitant du patient de ce que vous prescrivez, vous pouvez prescrire toutes les classes de pansements dont on a parlé plus haut, plus, sauf les pansements à l'argent, et vous pouvez surtout renouveler à l'identique tous les bas de compression, les chaussettes, les collants, mais attention, pas les bandes. Les bandes de compression relèvent d'une prescription médicale, qu'elle soit initiale ou de renouvellement. Et en pratique, la prescription des bas doit toujours comporter la pression en millimètres de mercure et éventuellement la classe pour pouvoir prescrire les bas. On en a fini. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir répondre aux questions. J'espère que Rose a pu répondre si vous aviez des questions. On reste à votre disposition avec suite de soins si vous aviez besoin d'informations et de renseignements, plus de renseignements, n'hésitez pas. On se retrouvera le 20 mai 2021 pour là parler de la prise en charge des ulcères artériels mixtes et angiodermites nécrotiques. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne après-midi et bon courage pour le travail. Au revoir.